Assez nombreuses, je suis tout à fait content qu'il y ait des gens pour m'écouter un petit peu. Bon, là, je vais vous faire une petite conférence qui est une sorte de récapitulation historique sur cette question sur laquelle on débat depuis le début de l'ufologie, savoir ces ovnis. Bon, existe-t-il? La réponse est oui, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur ce point aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils sont, d'où viennent-ils, etc. Donc l'hypothèse la plus classique qui demeure, à laquelle j'adhère en grande partie, d'ailleurs, c'est l'hypothèse qu'on appelle extraterrestre, ou HET, hypothèse extraterrestre. Alors, on va faire un petit historique sur la question. Je vais essayer d'aller vite. Si vous pensez que je suis trop lent ou trop rapide, vous pouvez toujours intervenir à me le dire. Parce que c'est déjà une longue histoire. Donc, voilà. Publication de plusieurs livres qui s'efforcent de dépasser, comme ils disent, l'hypothèse extraterrestre et de trouver d'autres voies, notamment le livre collectif OVNI et Conscience, où je dirai un mot à la fin. Mais ce que je voudrais faire... C'est juste un test de micro, et non, il n'est pas meilleur. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ça va? Oui, tu parles sur le micro. Il faut que je parle sur le micro. Ah bon, alors, est-ce que vous avez entendu à peu près tout ce que je viens de dire? Oui. Bon, ben, on ne va pas recommencer. Bon. Ah, alors, il y a une souris pour avancer. Alors, donc, ce dont je veux vous parler maintenant, c'est de cette fameuse hypothèse extraterrestre, enfin, replacée avec le contexte historique. Donc, comme vous le savez sans doute, ça commence toute l'histoire moderne. L'ufologie commence le 24 juin 1947, quand un homme d'affaires, Kelly Arnold, à bord de son avion, voit passer très rapidement 9 engins volants devant le mont Rainier. Et il en fait un croquis. Voilà Kelly Arnold. Et voilà le croquis qu'il a fait. Ce n'est pas une soucoupe tout à fait arrondie, c'est une espèce de galette. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès ce moment-là, il y a déjà des documents. Là, c'est une photo d'un ovni qui ressemble à celui qu'a décrit Kelly Arnold et qui a été photographié quelques temps après dans la région de Phoenix, en Arizona. Et qui a été authentifié, entre parenthèses, c'est dans des documents militaires officiels d'Amérique. Alors voilà, le coup est parti, ça y est. Donc il y a eu beaucoup d'observations de cette époque-là, et avec beaucoup d'articles dans la presse, même c'est arrivé jusque dans le New York Times, le respectable New York Times qui se prend très très au sérieux et qui s'est mis quand même à parler des ovnis. Vous voyez, là j'ai eu le temps j'ai eu l'occasion de feuilleter un peu les archives du New York Times sur microfilm à Montréal, et j'ai fait quelques photocopies où voici un exemple où on voit que le sujet des ovnis, déjà dès le 6 juillet 1947, arrive en première page. Alors voilà, les soucoupes volantes interpellent les experts, intriguent les experts et certains se demandent si ce ne sont pas des plaisanteries de la nature. Je ne vois pas très bien ce qu'ils voulaient dire. Et puis le lendemain, le 7 juillet, les avions militaires chassent les disques volants avec des caméras, etc. Mais il y a un petit peu sceptique, quand même. Hein. Et puis alors là, boum, 8 juillet 1947, le lendemain, c'est le crash de Roswell, avec l'annonce de la base de Roswell, les bombardiers atomiques de Roswell, les fameux P-29 à l'époque, qui avaient bombardé Hiroshima et Nagasaki 2 années avant. Et donc nous avons le communiqué de presse de la base de Roswell qui dit: nous avons découvert un disque volant comme ceux dont on parle depuis quelque temps. Et nous avons remarqué l'engin qui est expédié en haut lieu pour examen. Mais le soir même, le démenti, ce n'était qu'un ballon météo, et l'affaire est enterrée pour 30 ans.
Voilà l'article de la première page du New York Times. C'est quand même le gros titre du jour. Hein. Le disque trouvé près du site de test de bombe atomique, c'était. Ils font là allusion à White Sands. C'est pas exactement là, mais c'était tout près. Et n'est qu'un ballon météo. Et alors on voit le général Ramet accroupi et son adjoint, le colonel Dubose, qui montre à la presse le soir même, du 8 juillet, des débris de ballons et de sa cible radar. Et donc, on peut déjà comme se poser la question, comment ça se fait que les militaires de Roswell, qui étaient des aviateurs chevronnés, qui pilotaient les bombardiers, les B-29, comment est-ce qu'ils ont pu prendre ça pour une soucoupe volontaire, mais ils avaient une telle réputation déjà à l'époque que tout le monde a accepté cette explication et l'affaire a été enterrée. Mais pas pour tout le monde quand même, hein, parce que dans le monde militaire, ils ont été très intéressés par cette histoire de soucoupe volante. Bon, laissons de côté l'affaire de Roswell, on va y revenir après. Mais il y a déjà des documents militaires qui ont été maintenant divulgués des années plus tard, dont la fameuse lettre du général Nathan Twining du 23 septembre. Là, je vous montre deux exemples de documents qui ont été divulgués, qui ont été déclassifiés dans les années 70-80. Cette lettre du général Twining et puis un document top secret Air Intelligence Report. Alors, la lettre du général Twining, voilà le général en question qui est allé jusqu'au sommet de la hiérarchie militaire après ça. Et dans cette lettre, alors pour la petite histoire quand même, c'est amusant de souligner que cette lettre a été rendue publique discrètement en annexe au fameux rapport Condon paru en 1969 et qui a conclu la non-existence des ovnis. Alors quand même, ça mérite un instant d'inflexion. Comment se fait-il que cette lettre qui affirme la réalité des ovnis figure et se trouve discrètement en annexe 7 du rapport Condon? Alors là, je vais vous dire tout de suite, je pensais qu'il y avait un conflit assez grave entre les champs de l'équipe Condon et que le propre adjoint du professeur Condon a fait son petit bouquin à lui, ensuite intitulé UFOs Yes. Et moi, je me demande si, l'hypothèse que ça peut être, si c'est pas lui qui a glissé, qui a fait une peau de banane au rapport du professeur Condon en glissant la lettre du général Twining en annexe de son rapport. En tout cas, regardez ce qu'il dit, je vous cite juste deux paragraphes. Petit A, le phénomène rapporté est quelque chose de réel, qui n'est ni visionnaire ni fictif. Petit B, ces objets ayant probablement la forme d'un disque, sont de dimensions comparables à celles d'un avion de conception humaine. Donc, c'est très concret. Il dit, voilà, les ovnis existent. Et alors, à la fin de cette lettre, eh bien, c'est un appel qui est adressé à toutes les... À l'époque, c'est une lettre secrète. C'est pas top secret, c'est secret, mais quand même, c'est une diffusion très restreinte. Mais c'est diffusé à toutes les bases militaires américaines et aux grands centres scientifiques, comme Los Alamos et autres. Et on leur demande, le général Twining leur demande on est en pleine vague des ovnis, encore en septembre 1947, de faire des rapports détaillés sur toute observation qu'ils auraient d'un ovni. Donc, c'est pris très, très au sérieux, à cette époque-là. Et voici un autre exemple, qui date un an plus tard, le Air Intelligence Report du 10 décembre 1948, analyse des objets volants, des accidents aux États-Unis, qui a été déclassifié en 1985 et qui décrit des témoignages tout à fait remarquables d'observations d'ovnis qui ont eu lieu à cette époque-là. Voici la première page de ce document qui à l'époque était top secret, qui a été donc déclassifié en 1980 et voici deux exemples de cas qui sont cités dans le rapport. Moi j'insiste un petit peu là-dessus parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y avait ces documents qui ont été divulgués, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Donc il faut les ressortir et les citer au moins un petit peu.
Donc voici deux exemples d'observations qui sont cités dans ce rapport top secret de l'époque de fin 48. Le 1er juillet 48, 12 disques ont été signalés par le Major Hammer au-dessus de la base aérienne de Rapid City. Et le 17 juillet 1948, un rapport de la base de l'Air Force de Kirtland, là c'est la grande base près d'Albuquerque, Nouveau-Mexique, décrit une observation près de San Acacia, Nouveau-Mexique, de 7 objets non identifiés volant en formation. Et voici un peu plus détaillé le témoignage. Donc, sur la base, au-dessus de la base de Rapid City, on a vu 12 disques d'environ 30 mètres de diamètre, volant à environ 800 km/h et à 3000 mètres d'altitude. Ils sont descendus en formation, puis sont repartis sous un angle de 30 à 40 degrés, ce qui est un angle énorme, hein, en accélérant très rapidement jusqu'à être perdu de vue. Là, c'est vraiment très, très bizarre, parce que on est là en 1948, et il y a des véritables démonstrations, en quelque sorte, des formations, comme dans une manifestation aérienne, au-dessus des bases militaires américaines. Et celle-là, c'est pareil, au-dessus de la base de Rapid City, 12 disques, environ 30 mètres de diamètre. Non, c'est ce que je viens de citer, excusez-moi. San Acacia, 17 juillet 48. Le 17 juillet 48, un rapport de la base aérienne de Kirtland décrit l'observation près de San Acacia, Nouveau-Mexique, 7 objets volants non identifiés. Volant en formation J à une altitude estimée à 20 000 pieds, c'est à 7 000 mètres. L'information s'est transformée en L, puis en cercle, après être passée au zénith. Des flashs ont été observés, émanant des objets, alors qu'ils passaient à 30 degrés au-delà du zénith. Il n'y avait ni fumée, ni traînée de vapeur, etc. L'estimation de la latitude, si elle est correcte, la vitesse devait être d'environ 2400 km/h. Donc on est là en face de démonstrations aériennes qui sont très très au-delà des capacités de l'aviation de l'époque. Voici le texte original en anglais. Voici un autre exemple de document de l'époque, ce qui émane celui-là du FBI. Le FBI s'est intéressé très vite à ces objets volants également, et il y a toute une polémique à ce sujet, mais voici un exemple de mémo d'un agent du FBI en poste au Texas qui a fait son mémo à la direction. Et voici le mémorandum en question. Protection, intitulé Protection des installations vitales. Et ça se passe au Texas, donc si j'ai bonne mémoire. Et cet agent du FBI rapporte qu'il a participé à une réunion des services de renseignement, intelligence, de plusieurs branches militaires, et notamment de la 4e armée, dans la zone de la 4e armée, et que l'un des officiers présents l'a dit que la question des objets volants, des flying saucers, des boules de feu, que cette question est considérée comme top secret par les officiers de renseignement, à la fois de l'armée et de l'Air Force. Voilà, le décor il est posé. Officiellement, il n'y a rien du tout. On a trouvé un ballon météo, on a enterré ça. Mais en réalité, là nous sommes en janvier 1949, et il y a une réunion, parmi plein d'autres, sans doute, qui dit « Ah ben oui, les officiers nous ont confirmé que c'est top secret. » Voilà. Donc dans les années 50-60, vous connaissez sans doute, là c'est l'histoire très connue, je vais accélérer un peu. On crée la commission Livre Bleu, Blue Book, qui va officier pendant les années 50 et 60, et qui a fait grincer beaucoup les dents des ufologues déjà à cette époque-là, parce que ils essayaient toujours de tout expliquer. Alors ils avaient un responsable scientifique qui était l'astronome Alan Hynek, qui s'efforçait de trouver des explications. Et ça a continué comme ça, mais il y a eu des événements tout à fait considérables dans cette époque-là, dans cette période-là, notamment en juillet 1952, le fameux carrousel de Washington. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de ça du tout?
Ça veut dire que tout le monde a entendu parler. Le carrousel de Washington, ça ne vous dit rien. Alors voilà. Eh ben c'est pas donc inutile d'en reparler un petit peu. Hein, parce qu'en 1952, en juillet 52, il y a eu des observations répétées d'OVNI au-dessus de Washington, au-dessus de la capitale, qui fait remuer beaucoup les militaires. Et il y a même eu une conférence de presse, comme voici une photo ici, où ils ont expliqué que c'était des histoires d'inversion de température. C'était des illusions. Alors vous voyez sur cette photo, vous voyez, attendez, je peux peut-être essayer de mettre ce pointeur. Si j'y arrive. Ah non, c'est raté. Tant pis. Tant pis pour moi. Vous voyez ici au milieu, assis à la table, à droite le général Sam Ford, directeur de toute l'intelligence, les renseignements, et à sa gauche, souriant, ils ont l'air de bien s'amuser, le général Ramey, qui était le général qui avait fait le démenti au ballon météo en 1947. Et derrière eux, vous avez le major Ruppelt, qui va être nommé responsable du projet Livre Bleu pendant 2 ans. Le voici ici. Et alors c'est un cas tout à fait intéressant parce que c'était un homme tout à fait honnête et sérieux et qui a enquêté et qui a fini par faire un livre que voici, qui a été traduit en français. Je crois qu'il y en a un exemplaire sur la table. Face aux soucoupes volantes, dans laquelle il raconte que oui, il y a des ovnis. Mais il y a eu 2 éditions. La première édition qui racontait ça, mais il a été obligé ensuite, 2 années après, de refaire une nouvelle édition, de rajouter un chapitre dénigrant tout ce qu'il avait écrit dans le livre. Et ces pauvres capitaines Ruppelt, ça lui a brisé le littéralement. Il est mort quelques temps après, pas très longtemps. C'est déjà un aspect assez grave quand même et un peu tragique de toute cette histoire en fait. C'est qu'il y a des gens qui se sont fait casser les pattes, qui se sont cassés les dents. Alors on en a vu beaucoup évidemment en Europe, vous le savez certainement. En 1952-54, par exemple en France, voici un exemple typique de cette espèce d'objet lumineux, c'est un énorme ovni qu'on voit dans le fond. Et puis en avant, il y a toute une petite escadrille de soucoupes qui sont sortis de l'engin. Ça se passe à Oloron en 1952, il y a des témoins tout à fait sérieux de cette histoire. Et puis alors il y a la grande vague de 1954. Bon, je vais vite parce que tout ça c'est quand même très connu. Il y a eu une énorme vague de soucoupes volantes en France, et pas seulement en France, il y a eu la même chose en Italie, un mois après, au mois de novembre. Et un journaliste français, Aimé Michel, a fait une enquête sérieuse et un livre important, Mystérieux objets célestes, que je crois que vous allez trouver facilement sur la table, qui est toujours à l'actualité, en fait, où il a longuement exposé toutes ces observations d'OVNI de cet été 1954. Bon, les observations dans les années 60 ont continué, mais la politique du secret a persisté, jusqu'à finalement ce qu'on arrive au rapport, le fameux rapport Condon, qui a sonné la fin de la récréation, si j'ose dire, la fin de Livre Bleu, et avec cette fameuse aide du général Twining disant exactement le contraire, le rapport Condon disant qu'il n'y avait rien du tout. Voilà la version paperback projet édité par le New York Times, s'il vous plaît, qui a marché tout le temps comme un seul homme avec l'armée, hein, le New York Times, c'est cette époque-là. Voilà le fameux professeur Condon, qui rigole devant une paquette de soucoupes volantes. Alors, le professeur Condon, il est amusant parce que, si on peut dire, parce que dans son préface, il dit qu'à son avis, il n'y aura pas d'observation d'OVNI avant 10 000 ans. Alors ça, c'est complètement irrationnel comme idée. Parce que s'il peut venir dans 10 000 ans, pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas il y a 10 000 ans? C'est absurde comme idée. Absurde. Et alors, il y a un dessin humoristique qui me plaît beaucoup, c'est celui du professeur Condon qui est embarqué par deux
deux petits êtres à bord de leur soucoupe, et il y a l'assistant qui lui dit restez calme, docteur Condon, dites-leur qu'il n'existe pas. C'est beaucoup ce dessin. Alors, voilà, donc en 69, donc, tout a l'air d'être enterré aux États-Unis. On en parle pratiquement plus. D'ailleurs, c'est l'année du premier vol lunaire Apollo. Moi, j'étais à New York à ce moment-là. C'est un grand souvenir, c'est l'atterrissage du vaisseau Apollo. J'étais à Central Park, il y avait une grande fête et tout. J'ai assisté aussi à la parade triomphale des trois astronautes, un mois après, sur Broadway. Et ensuite, mais alors, bon, on n'en parlait plus beaucoup. Sauf que il est reparti avec le livre de l'astronome Hynek, qui s'est rebellé en quelque sorte, qui a publié un livre en 72, qui a été traduit l'année suivante en français, et peut-être qu'il est sur la table là-bas dans le fond. Oui. Non, malheureusement. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus pour l'instant. Ah, bah, c'est dommage. Parce que c'est quand même, ça reste un très bon livre. Voilà le professeur Hynek qui dit, bah, écoutez, bah, ça j'ai étudié ça pendant 20 ans, et je suis désolé, mais moi je suis convaincu. J'y croyais pas du tout au départ, mais maintenant je suis convaincu qu'ils existent. Et il a même créé, voilà la couverture du bouquin en français. Il y a eu plusieurs éditions. Et donc, à partir de là, tout est reparti. Et donc, on a une nouvelle étape qui commence. On a une nouvelle étape qui commence à ce moment-là. Et donc, je vais en parler le plus rapidement possible parce que je sens que le tourne déjà. Et donc, la question, c'est toujours celle-là, c'est les ovnis. Alors, les ovnis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des êtres venus d'ailleurs, des exoplanètes? On en parle beaucoup maintenant. Donc là, je m'évite parce qu'on en parle beaucoup, et je n'ai pas grand-chose de nouveau à apporter à ce sujet. Donc j'accélère un peu là. Je rappelle la question du physicien, du grand physicien italien Enrico Fermi, qui avait participé aux premières études, le premier réacteur nucléaire aux États-Unis dans cette année 40, et qui a participé à la construction de la bombe atomique. En 1950, il a posé cette question célèbre, mais alors où sont-ils? Ils devraient être là. Et voilà, le professeur Fermi. Et c'était une bonne question. Le mec est ça, beaucoup de scientifiques et intellectuels sur cette... Et en voici quelques-uns pour la France. Evry Schatzman, qui a été bien connu, mais qui est un personnage très curieux parce qu'il ne croyait pas du tout aux ovnis, mais par contre il considérait comme très plausible l'existence des civilisations extraterrestres. Alors là, c'est très curieux cette couverture, ça mérite un petit commentaire. C'est qu'on voit un gamin avec assis sur ses genoux, un petit extraterrestre. Voilà le côté un petit peu comme ça, amusant et folklorique, n'est-ce pas, de la question des extraterrestres à l'époque. Le voici ici, bon, je ne vais pas dire. Et voilà un autre exemple français bien connu, André Braille. Ça vous dit quelque chose, ces gens-là? Bon, je passe vite, la voici. C'était un homme tout à fait gentil, sympa, mais alors intraitable sur les ovnis. Il a traité d'imbéciles des gens qui croyaient aux ovnis. De même que Georges Charpak, physicien très populaire, qui a été prix Nobel en France. Et voici ce qu'il raconte, Georges Charpak. Alors ça, c'est incroyable. Je cite ici une déclaration qu'il a faite en 2002 sur France 2, et il dit grosso modo que bon, la télévision et les extraterrestres, allez, je vous le dis, c'est une abomination. On vous montre une dizaine de personnes qui ont vu des extraterrestres sortir d'une soucoupe, et il y a 10 policiers qui en témoignent. Maintenant, la chance d'avoir 10 policiers ivres-morts, elle a même que de trouver 10 physiciens du CERN ivres-morts. Il était physicien au CERN. C'est-à-dire qu'elle est très petite. Mais la probabilité pour qu'il y ait un extraterrestre qui débarque et qui nous fasse des farces est beaucoup plus petite encore. Voilà ce que pensait Georges Charpak. On peut difficilement imprimer précisément pour tout le dossier ovni.
J'ai pas trouvé plus puissant que ça. Micro. Oui. Alors, voici un autre exemple d'un physicien français, Albert Jacquard. Ça vous dit quelque chose, Albert Jacquard? C'est un généticien renommé qui s'est intéressé aussi, qui s'est penché un peu. On voit ici l'émission L'Odyssée de l'étrange. Et alors, il dit quoi, lui? Il veut pas que... Et il a dit à peu près la même chose que le professeur Condon. Il a dit, je veux pas qu'il vienne avant 10 000 ans parce que je ne suis pas prêt. Je trouve ça très drôle. Enfin, franchement, ça me fait rigoler. Le scepticisme intellectuel, voilà. Alors, il y a un livre qui mérite quand même une citation, c'est Mythologie de Roland Barthes. C'était un grand intellectuel. En 1957, il a écrit un livre, Mythologie, qui dit que les soucoupes sont des croyances. Il y a un chapitre sur les soucoupes volantes, et il dit que ce sont des croyances de petits bourgeois. Ça, c'est typique des intellectuels français. Alors ici, il y a un autre cas, là, c'est tout à fait différent, c'est le cas de notre ami Bertrand Meeus, qui est bien connu dans les cercles ufologiques, qui a écrit au patron 4 livres expliquant que les soucoupes volantes ont été inventées par la science-fiction. Mais, je l'ai rencontré encore, j'ai rencontré plus de fois, mais en septembre de l'année dernière, j'ai fait la même conférence que je vous resserre ce soir, pour être tout à fait franc. Il était là, et quand j'ai parlé de son bouquin, il m'a regardé, il était au premier rang, il écoutait avec intérêt, et il m'a dit, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Alors, écoutez, je l'aime bien, Bertrand Meeus, c'est un type tout à fait gentil, mais là, franchement, il a fait un peu fort, en disant ça. Et il va venir à Omniparis en septembre. Comment? Il va venir à Omniparis en septembre. Il va venir à Omniparis, et ben voilà, vous pourrez lui poser la question. Mais attention, je vais vous dire, voici un de ses bouquins, c'est un peu plus récent, Science-fiction et soucoupe volante. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en septembre, quand il a fait sa conférence, il l'a agrémenté d'un petit préambule, évidemment il en a reparlé à la fin, pour parler des observations récentes d'OVNI qui ont été divulguées aux États-Unis ces dernières années. Il y en a eu en 2004, il y a eu un OVNI là-bas, et tout ça a été divulgué ces derniers temps, depuis 200 à peu près. Et il a dit, Bertrand Meeus, ah, mais c'est drôlement intéressant, parce que si c'est vrai, alors c'est très important. Donc, voilà, il y a un changement de vision des choses qui s'opère actuellement. Donc, mais non, je me suis amusé à regarder un peu la littérature de science-fiction de l'époque. On ne voit que des fusées, là. Là, c'est en mars 1947. Là aussi, c'est les fameuses bandes dessinées de comment il s'appelle, et Flash Gordon. On ne voit que des fusées à l'époque. Donc, cette histoire de soucoupe volante, il arrive après, en 1947, et elles sont adoptées par la science-fiction à partir des années 50. D'ailleurs, on voici quelques exemples. Un magazine de 1955 où on voit des ovnis qui débarquent et qui font c'est de la panique à bord. Un autre film où on fait un avion intercepté par une soucoupe volante et les soucoupes volantes attaquent, quelque chose comme ça. Hein? Les soucoupes volantes attaquent. C'est un film de l'époque. C'était un joli film de l'époque. Il y en a eu d'autres, hein. Je ne l'ai pas montré, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la soucoupe pilotée par des hommes qui va visiter une planète interdite, ça s'appelle. Ça vous dit quelque chose, planète interdite. Ça refuse, si ça repasse, regardez-le, c'est pas mal. Les prodigies. Et puis, donc, en France, en 1977, on a la création de GEPROB, qui a pas mal occupé pendant de nombreuses années, avec un cas remarquable, entre autres, il y en avait plusieurs. Hein. Le plus remarquable, sans doute, c'est l'étude Trans-en-Provence, 1980, avec traces au sol, effet sur les plantes, un bref atterrissage à d'un petit circulaire, aussi des photos de la trace au sol. Et vous voyez poser au sol. Et ça a été très étudié, en particulier les plantes, les effets sur les plantes aux abords de cette trace, par le professeur Boudias, universitaire. Donc c'est plus solide, c'est quand même très sérieux tout ça.
Et l'ufologie se développe. Alors là, voilà. Alors c'est là qu'il faut. Genre, c'est là. J'ai combien de temps encore? Est-ce que tu veux... Non, on compte. Bon, alors, c'est Voilà. extrêmement étudié par une équipe américaine et qui décrit le survol d'une station de missiles nucléaires dans leur silo, qu'on connaît bien. C'est le pilote Pratt Fogonion qui a survolé l'avenir à bord du B-52 qui volait dans la région. On lui a demandé de venir voir de plus près et voici ce qu'il a vu. Vous savez, ici, un ovni très lumineux et qui survole le site de missile. Et ça dure un bon bout de temps. Voici un schéma qui a été dessiné. C'est un dessin de Richard Haynes que j'ai rencontré, qui est un autre expert, professeur, le docteur Richard Haynes de la NASA, qui est un type remarquable. Donc tout ça, c'est très solide en fait. Voilà. Et puis ici, vous avez des ovnis sur le plateau d'avion. Alors peut-être que vous connaissez aussi l'histoire, mais moi je veux rappeler quand même, c'est qu'il y a eu des témoignages. Ce que je vous montre là, c'est un article dans la presse nationale qui cite des soldats qui ont vu des ovnis au-dessus du plateau d'avion. Il y a eu 6 articles comme ça, et puis il y a eu une enquête de journaliste de la région, Alain Guadalpi, qui nous a raconté, il est venu à Paris aussi, qu'il a rencontré un ancien officier de la base du plateau d'avion qui lui a dit qu'à l'époque il y avait tellement d'ovnis au début de la base des missiles du plateau d'avion que tout le monde en parlait au mess des officiers, et ceux qui ne voulaient pas en entendre parler, il fallait qu'il aille, il y a une table à part. Vous la connaissiez celle-là? Alors Jean-Jacques Velasco a écrit à peu près là-dessus. Moi j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Jacques Velasco parce que c'est un monsieur qui a un peu souffert, qui a un truc à la figure. Je trouve dans le ciel où il parle de tout ça aussi. Alors, il y a aussi un autre dossier lourd que je rappelle brièvement. Est-ce que quelqu'un connaît ce livre? Michel Granger, Mutilation de bétail. Ça vous dit quelque chose? Oui, Judas. C'est un auteur français qui a beaucoup étudié le phénomène de mutilation de bétail. Il y a eu au moins 20 000 têtes de bétail mutilées aux États-Unis pendant des années. On a cessé de les compter. Et ça a continué un peu partout, dans d'autres pays, notamment en Argentine. Alors moi j'en ai parlé avec lui. Voici ici les photos que moi j'ai achetées personnellement à la journaliste qui les a faites. Regardez d'après le découpage du museau, si je puis dire, de cette vache, comme au laser, vous voyez. C'est pas du tout du travail de prédateurs, d'animaux prédateurs. Et c'est lié directement aux ovnis, cette affaire-là. Et j'ai demandé à Michel Granger, mais ça sent l'ovni à toutes les pages à votre livre. Pourquoi vous ne concluez pas? Il m'a dit, ben, ça me fait peur. Il m'a dit ça. Bon, alors je passe. Je vais accélérer parce que je sens qu'il y a des gens qui comprennent. C'est pas parce que 2 personnes savent que... Oui, qu'ils ne sont pas forcément. Oui. C'est pour eux que je fais ça. C'est pour eux que je fais ça. Merci. Continuez, Judas. Continuez. Voilà. Continuez comme vous avez prévu de faire. Bon, Continuez. d'accord, alors je continue. Je vais aller comme je suis. Voilà. Je vous rappelle très brièvement On n'a pas la connaissance. tout le dossier des enlèvements, dont nous avons en France une grande spécialiste qui est ici présente ce soir et qui j'espère fera une conférence. Et donc je rappelle juste les 3 cas les plus célèbres, peut-être Betty et Barney, le bûcheron Travis Walton et les 2 pêcheurs de Pascagoula qui ont été étudiés et qui ont fait l'objet d'un livre traduit en français par le traducteur ici présent. Jean Livre. Merci. Voilà. Donc je vous recommande ce livre qui est un très bon livre. Voilà. Et je ne vais pas plus développer parce que c'est une affaire énorme. Juste un mot, l'astronome Heineck est arrivé 3 jours après pour interviewer les 2 témoins et il a affirmé publiquement, moi j'ai lu un article dans le Herald Tribune à l'époque où il affirmait que c'était pas du bidon, que c'était une histoire tout à fait crédible. L'astronome Heineck. Voilà ici la couverture du livre de Travis Walton
où raconte qu'il a été enlevé pendant plusieurs jours. Ça a duré 5 ou 6 jours. Et ici, voilà l'un des meilleurs enquêteurs, Paul Hopkins, que Marie-Thérèse connaît bien, qu'elle a fréquenté, qui a beaucoup. C'était un arrosant, mais il a fait du très bon travail, des très bons livres. Il y en a sûrement un ou deux encore disponibles. Et ici, voilà la couverture de toute une réunion savante qui a eu lieu à l'université, au MIT, aux États-Unis, et auquel Marie-Thérèse a assisté. J'ose le dire, vous n'en voudrez pas? Non, bien sûr, mais j'étais dégoûtée parce que je ne voulais pas le voir. Hein? Quand j'ai demandé à Bastille, comme j'étais journaliste, de refuser, donc je suis arrivée là-bas, le jour du congrès, j'avais dans mon sac une autre robe et une perruque. Et à l'entrée, j'ai dit, je vais parler à madame, etc. J'ai donné un nom que j'ai apporté. Et on m'a dit, mais elle est ni sur la liste des conférencières, ni sur la liste des... Vous avez été une alors, habile... j'ai dit qu'elle travaille dans un ladies' room. Et alors, mon mari vient d'avoir un accident très grave, et je veux que ce soit moi qui la prévienne et pas la police. Bon. Et comme les Américains sont très gentils, moi, ils sont rentrés, ma perruque, voilà. C'était une très bonne conférence. Moi, je l'ai le bouquin. Il y a plein de choses dedans. Alors, voilà. C'est un bouquin de 800 pages. Hein. Je ne peux pas vous le résumer, c'est pas possible. Mais je voudrais quand même dire un mot d'un personnage que j'ai rencontré, qui est devenu un ami pendant une dizaine d'années, le docteur Blair. Je l'ai rencontré en 1969 en Angleterre, quand j'avais été invité à parler du drapeau du Cometa qui venait de paraître. Et je m'intéressais beaucoup déjà, j'étais en train de lire le premier bouquin du docteur Blair, très content de vous parce que je suis en train de lire votre livre, j'ai sorti mon sac, et j'ai très allié ici, Contact OVNI, la dernière frontière, c'était son dernier livre. Et je suis assez fier de dire que la couverture s'inspire d'un tableau de moi. La soucoupe de l'Arizona. Mais c'est très intéressant comme bouquin, je l'ai apporté ici, s'il y a quelqu'un qui veut le voir, je vous montrerai. Et voici le docteur Blair, la photographie apparaît. Il a fait du très bon travail. Il a fait 16 opérations d'extraction d'implant. Voici des photos au Terraillotix. Vous voyez un petit c'est la partie solide de l'implant. Oui. Très intéressant. Alors, vous êtes au courant, ça déjà aussi? Qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous les implants qui ont été extraits? Ça, c'est intéressant. Ah bah oui, mais justement, alors étudiez... Est-ce que les implants sont complètement différents les uns des autres? Non, ils ne sont pas complètement différents. Il y a des variations, il y a des variantes. Mais ils ont des points communs, ouais. Il y a beaucoup de points communs. Il faut lire les bouquins du docteur Blair. Oui, excusez-moi pour demander... Ou alors mes bouquins, parce que moi j'en fais un régime, mais aussi... Non, mais voilà, si vous voulez, je reformule ce que je dis tout à l'heure différemment. C'est que, est-ce qu'en multipliant les observations, parce qu'on est complètement noyé sous les informations depuis des décennies, et on a... C'est ce que je peux faire, je veux vous noyer un peu. Non, on a l'impression qu'en... Je suis en train de réussir, là. Excusez-moi, en augmentant la quantité d'informations, on a l'impression que le débat ne progresse pas. On va faire un débat. Après, monsieur, Si, après. il y a des progrès, et je vous signale que ce bouquin-là, justement, qui est écrit notamment... Alors, attendez, je ne suis pas bien sur la couverture. Voilà, ce bouquin-là, décrit longuement les études scientifiques qui ont été faites sur les implants de ce particulier. Le voici ici, préalablement, on va lui extraire un autre. Et, Là, c'est le micro. et alors, il y a dans le bouquin dont je vous parle, dont j'ai un exemple ici, il y a des études scientifiques assez poussées sur les implants, je vous cite, avec des examens très détaillés. Vous avez l'air de se connaître. Vous êtes d'accord? Bon. Voilà. Donc, cher monsieur, je vous invite à lire ce ouvrage. Si vous arrivez à vous le procurer, c'est pas très difficile. Il est sûrement disponible encore sur Amazon, par exemple. Il suffit de cliquer, de faire 3-4 clics, vous pouvez le commander. Il faut faire un petit effort quand même. Il faut se renseigner, il faut s'informer. Moi, je ne peux pas tout vous dire. C'est déjà trop long. Alors, l'affaire de Roswell, elle ressort dans les années 80-90, comme vous le savez. Et là,
je suis à peu près bien placé pour en parler parce que j'ai longuement étudié. J'ai rencontré plusieurs témoins à Roswell, chez Philadelphie, et notamment le fils du colonel Jesse Marcel, que voici ici, qui était le témoin l'un des principaux témoins de l'époque, qui a continué à affirmer, on le voit ici dans les années 80, en revisitant le site du champ de débris et confirmant qu'il a vu des débris qui n'étaient absolument pas d'origine humaine. Voilà. Alors, il y a eu une nouvelle explication à ce moment-là, quand ça a commencé à devenir assez bruyant, cette histoire de Roswell, avec le livre paru dans les années 80-90, notamment de Kevin Arnold et Donald Schmidt, qui ont fait ce qui reste le meilleur bouquin là-dessus, mais qui malheureusement n'a pas été traduit. Mais le Pentagone a sorti une nouvelle de sa manche, une nouvelle explication. Oui, on a un petit peu menti à l'époque, c'était pas un ballon, un simple ballon météo, mais c'était un train de ballon. Ils ont appelé un train de ballon Mogul, il faut croire à ça, et qui ont dit que. Alors il y a eu une enquête aussi, un gros pavé d'un millier de pages sur les ballons. Il n'y a rien sur les ballons Mogul d'ailleurs. Non, autant pour moi, si, il y a des trains de ballons. Excusez-moi. Mais ici, voici la couverture d'un rapport qui a été fait par le General Accounting Office. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Qui est à la demande du député du Nouveau-Mexique, State de Michigan. Ils ont enquêté et ils ont conclu ils ont refusé l'explication des ballons Mogul. Ils ont conclu que l'enquête sur ce qui s'est écrasé à Roswell continue. Et il y a un éminent sociologue, Pierre Lagrange, j'espère que certains connaissent peut-être, qui a affirmé exactement le contraire en pleine page en Libération. Il a dit que le GAO avait accepté les ballons Mogul. Une enquête du Congrès a accepté l'implication des ballons. C'est tout simplement faux, en pleine page de Libération, à l'époque. Je le signale en passant. Parce qu'il y a un petit message là. Attention, méfiez-vous. C'est pas parce que quelque chose est imprimé que c'est vrai. Hein? Voilà. Alors là, il y a eu le scandale de l'autopsie qui a un peu éclipsé ce dont je vous parle à l'instant, qui a fait couler énormément d'encre et qui a coulé son poste à TF1 à Jacques Pradel. J'ai beaucoup d'estime pour Jacques Pradel parce que c'est un des journalistes qui m'avait reçu à son émission et c'est le journaliste le plus courtois que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un certain nombre d'émissions. Et j'en tirais pas pour tout le monde. Il y a d'autres côtés moins sympathiques. Hein. Mais celui-là, Jacques Pradel, bravo, chapeau. Et comme par hasard, évidemment, c'est lui qui a pris plein la gueule, si je peux me permettre l'expression, puisqu'il a perdu son job. Enfin, il a continué sa carrière comme journaliste. Je crois qu'il fait une émission le soir ou le matin sur les enquêtes judiciaires sur RTL. Ça va bien pour lui. Et voici ici mon dernier bouquin qui est paru il y a 1 an et demi. Je vous permets de vous le signaler parce qu'il est pas mal, c'est un bon résumé sur cette longue histoire de Roswell. Et puis voici un bouquin, je vois qu'il y a un lecteur au coin, je crois qu'il est pas mal. Hein? Bon. Pour ceux qui ne savent rien, c'est pas mal, et même ceux qui savent, qui croient savoir, c'est pas mal non plus aussi. Allez. Voici ici juste un exemple pour rigoler un peu, c'est du Richard Doty qui a été pendant longtemps un officier, un agent de l'AFOSI, Air Force Officer Special Investigations. Ça vous dit quelque chose, Richard Doty? Vous connaissez Richard Doty? Non? Ah, alors. Vous devriez lire mon bouquin. Je pense que de multiplier les informations et les témoignages, c'est une chose, mais il y a une autre forme de débat qui devrait prendre place entre les gens déjà convaincus. Alors on pourrait passer une demi-heure à étudier les études scientifiques sur les implants, mais moi je ne serais pas capable en fait. Donc moi je reste Richard Doty, rappelez-nous. Richard Doty, c'est lui qui avait reçu Linda Hamilton Hall, Linda Hall pour les amis, dans les années 80, qui lui a montré
l'un des deux premiers documents de ce qu'on a appelé la série Majestic 12, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'était le briefing pour le président élu, le President-elect des États-Unis. Il y en a eu deux. Celui qui a été publié par Bill Moore, et qui a été présenté en 1987 au Buffon, où il a avoué que ça a fait un énorme scandale, qu'il avait collaboré avec des informations du Pentagone. Mais il y en a eu un autre qui a été montré au chef, je crois que c'était Collins, il a sorti un document qu'il a montré à Lindau, qu'il l'avait mémorisé tant qu'il à toute vitesse. Mais il est resté comme ça, un petit peu sur les bords, hein, sur la touche, jusqu'au moment où il a fini par dire, a confirmé que là, il n'y a pas tellement longtemps, bah oui, confirme publiquement la réalité du crash de Roswell et des études secrètes de Magic 612. Voilà, un exemple. Et alors ici, alors là, je vais passer très très vite sur les confusions avec des agents, avec les avions secrets. Ça a fait beaucoup d'encre, on a expliqué. Voici un des sceptiques de service qui est passé à la télévision en pièce à conviction de, je ne sais plus, j'ai oublié le nom de la journaliste, mais vous la reconnaissez, Élise Lucet. Et c'était lui le sceptique éminent, n'est-ce pas, qui était sur le plateau final. Et moi, je vais dire un truc, allez, une confidence, c'est qu'il y avait quelqu'un qui devait l'inviter à cette émission et qui a été désinvité quelques jours avant. C'était monsieur, c'était l'ancien patron du CNES qui avait créé le Japan Research Society. Non, Power, c'était son ingénieur en chef. Mais lui, je vous parle du directeur j'ai son nom quelque part, on va voter cette émission d'Élise Lucet, hein. Il n'était pas content. Hein. Comment? Non, c'est Jean-Pierre Petit. Je vous parle du patron du CNES qui avait créé le Japon. Yves Sillard. Pardon. J'ai correspondu en privé avec lui, je lui ai demandé ce qu'il pensait de Roswell, il m'a dit qu'il était d'accord avec moi. Est-ce que vous pourriez parler juste 2 minutes de ce qui concerne les implants des personnes chez qui? Donc les extraterrestres. Alors, 2 minutes sur les implants, mais pas plus, parce que là, vous allez. Je ne vais pas arriver au bout. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a eu? Mais oui, on sait, il y a eu des observations, il y a des phénomènes qui ont été constatés. On pense que nous faisons ça sur les animaux. Hein. On leur met des implants aux animaux pour les suivre. Mais ils sont de même nature que de. Mais c'est beaucoup plus sophistiqué, très sophistiqué, des matériaux très complexes. Qui ont été étudiés. Non mais écoutez, je vous suggère d'acheter le dernier livre. Vous allez avoir une étude très complète sur les implants. Je peux pas la détailler, c'est trop long. Bon, ici vous avez des exemples typiques de scepticisme bon chic, bon genre, Science et Avenir, voilà, avec Pierre Lagrange. Voilà. Là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il a beaucoup réfléchi sur d'autres hypothèses, des hypothèses d'autres dimensions. C'est le titre de son premier livre, Autres dimensions. Alors lui, il a mis en doute l'hypothèse extraterrestre, mais il semblerait qu'il y revient un peu, hein, ces derniers temps. Donc là, il y a eu 5 arguments. Allez, je vous les liste quand même contre l'hypothèse extraterrestre. Le trop grand nombre d'observations d'atterrissage. Les humanoïdes, trop semblables à nous. L'archaïsme médical, là il fait allusion à comme celle de Betty Varney. Bon. La ressemblance avec le folklore, bah, mais peut-être que le folklore n'est pas complètement étonnant non plus. Et la physique impossible. Bon, alors là, la physique impossible, on ne sait toujours pas comment ça marche, les ovnis, hein, ça c'est sûr. Mais j'aime bien citer l'exemple de l'astronome Fred Hoyle, qui a plaidé, lui, pour la forme humanoïde dans un petit bouquin paru chez Dunon à l'époque, il y a longtemps maintenant, Hommes et Galaxies. Et puis Carl Sagan, sceptique sur les ovnis, mais pas sur les visiteurs du passé,
Ça, c'est un autre aspect. C'est les gens qui croient qu'il y a eu des ovnis dans le passé, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Vous avez écrit un très bon bouquin. Pardon? Vous avez écrit un très bon bouquin. Ah, merci. Qui fait allusion au Vimana. Enquête sur l'existence d'êtres célestes et cosmiques. J'ai parlé un peu de tout cela. Ben oui. 350 pages. Bon. Voilà. Et donc il y a des hypothèses scientifiques de haut niveau, les théories supercordes, le warp drive. Warp drive, c'est l'idée que on est capable des civilisations très évoluées sont capables d'enrober leur astronef dans une sorte de capsule d'espace-temps qui sort de l'espace-temps ordinaire. C'est très popularisé dans la science-fiction, hein. C'est Star Trek, c'est la guerre des étoiles, il faut oublier ça. Hein. Mais derrière ça, loin de là. Voilà. Pardon? C'est ça qui est intéressant maintenant. Alors, il y a la fin des étoiles aussi. Non, Stargate. Alors voilà un exemple de scientifique, Michio Kaku, qui est professeur de physique, qui a travaillé beaucoup sur la théorie des supercordes. Hein. Attention, hein. C'est très très fort. Hein. C'est des pages et des pages et des pages de mathématiques de haut niveau. Hein. Le warp drive, c'est pareil. C'est un physicien d'origine espagnole, Alcubierre, qui a théorisé là-dessus, et un autre d'origine hollandaise, Van den Broek. Donc tout ceci, vous voyez en passant que c'est très international. Hein. Aussi une image. Brian Greene, c'est le physicien et vulgarisateur de talent, l'apogée du cosmos, excusez-moi. Avec une autre théorie, celle des feuillets d'univers, les warp passages aussi, ça fait l'objet de voilà, une jeune scientifique de l'université de Princeton, excusez du peu, qui a fait un livre remarqué. Et puis alors les militaires. Alors allez, on en reparle un tout petit peu. Là, je cite deux Britanniques des années 50, le maréchal Downing, qui a affirmé que c'était très vraisemblable les ovnis extraterrestres. De même que le Lord Hill Norton, qui est de Cétafie également. Et puis dans les années 90, un Anglais que nous connaissons bien qui est venu, qui était invité à Paris à la Défense, Nick Pope, que nous avons interviewé ensemble d'ailleurs, et que j'ai rencontré plusieurs fois, et qui raconte qu'il était pendant 3 ans au ministère de l'Air britannique chargé des ovnis dans les années 90, qu'au début il n'y connaissait rien et il n'y croyait rien, et que 3 ans après il était totalement convaincu de la réalité des ovnis, parce qu'il avait étudié des cas comme celui-là, de triangles qui étaient vus en Angleterre dans les années 90, 93, 94. Et, entre parenthèses, qui ont suivi des observations beaucoup mieux connues en France, de triangulaires en Belgique, la fac des ovnis belges. Et également, il y a eu une fac d'ovnis dans la vallée de l'Hudson. Je crois qu'il y a un livre qui a été traduit en français aussi, les ovnis de la vallée de l'Hudson. Donc là aussi, il faut lire. Moi, je ne peux que passer très très vite. Je fais un très rapide survol et je vous prie de m'en excuser. Hein. Donc ici, j'aime bien citer Frank Drake parce qu'il traîne dans tous les articles sceptiques sur les ovnis qui parlent des mondes extraterrestres. Et moi, je l'ai rencontré, Frank Drake. Hein. Et le voici ici. C'est l'homme de l'équation sur la probabilité d'existence de civilisations extraterrestres. La voici ici à Saint-Marin. Chaque année, il y a eu pendant des années une conférence. Comment on appelle ça, les scalaires. Ici, on le voit avec Nick Pope, qui lui explique les ovnis. En étant dans une revue. Et il prend ça tout à fait au sérieux, je peux le confirmer. Parce que je l'ai rencontré, on a dîné ensemble. Voilà. Mais il reste très prudent. Il ne le dit pas publiquement. Voilà. Là, voilà un autre exemple de scientifique américain dont je pense, Pierre Sturrock, et voilà, qui a
pris au sérieux les ovnis. Et ici, Pierre Guérin, dont j'ai été ami pendant 10 ans, qui était vraiment quelqu'un de tout à fait intéressant et sympathique, bien que assez coléreux quand on se met à parler des sceptiques. Il avait des diatribes sur Avery Schatzman. Il avait été sous les ordres d'Avery Schatzman et il ne l'aimait pas, je peux vous dire. Et il a fait des études sur leur cap, comme les ovnis là, du lac Chauvet. Ça vous dit quelque chose? Les survolants du lac Chauvin. La grotte Chauvet, mais le lac. Ah ben alors voilà. Regardez ça. Vous voyez cet ovni là? Il y a eu toute une série de photos qui ont été prises par un photographe. Les voici mises bout à bout. Il a étudié ça. Et c'est tout à fait intéressant. Très solide. Alors vous avez le tournant du cométa. Bon, je pense, parce que c'est pas possible que vous n'ayez pas entendu parler du rapport du cométa. Hein? Oui, c'est archi connu maintenant, en tout cas, et même dans le monde entier. Et j'ai participé à le faire connaître, puisque dans les quelques jours qu'on suivi la publication, j'ai fait un résumé en anglais qui leur a plu, qui sont corrigés. J'ai les petits et les autres. Et je ne les connaissais pas à ce moment-là. Et on a travaillé ensemble après. J'ai fait paraître mon résumé en anglais et ça a eu un succès phénoménal. Tout le monde l'a recopié partout. Ici, voilà un exemple qui a été étudié, celui du Mirage 4 qui était frôlé d'accélère encore. Et voici comment ça a été pris le rapport du cométa en 99. Alors regardez bien, c'est l'Express de août 99. OVNI, un rapport délirant. Or, vous allez voir plus loin qu'ils ont complètement tourné Kazakh plus loin, un peu plus tard. Et donc, parce que l'hypothèse extraterrestre est revenue en force également, et d'autres hypothèses que je vais évoquer très brièvement. J'ai encore 5 minutes encore. Quelle heure est-il? Pas de souci. Pas de souci. Bon, d'accord. Alors je vais continuer. Je continue. J'espère que vous n'allez pas vous endormir, monsieur. Alors. Oui, on va laisser un petit peu de temps pour le débat. Oui, non, je vais parler encore 10 minutes et puis je vous donne la parole. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. À condition que ce ne soit pas aussi long que moi. A rebondi, mais d'autres hypothèses qui sont revenues. Qu'est-ce que je... Ah ben, je suis reparti au début. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fait une fausse manœuvre. Je vous prie de m'excuser. On y va, on avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais c'est parce que quand on m'interrompt un peu trop, là je perds le boyard. Je perds le fil. Voilà, on y arrive. Voilà, on y est presque. Alors voilà. Donc je vais abréger. C'est important de Washington, organisé par la journaliste Kikin, qui entre parenthèses a été la compagne de Bodovkis pendant une dizaine d'années. Alors je le cite parce qu'elle a écrit un livre très sérieux, très convenable sur les ovnis, qui est paru, traduit en français. Non, c'est moi qui le traduis. Mais elle n'a pas parlé des enlèvements. Or, les enlèvements, elle connaissait très bien, puisqu'elle a été la compagne de Bodovkis pendant 10 ans. Donc, elle a fait exprès d'en parler, parce qu'elle a voulu faire un livre qui atteigne un très large public scientifique, et je pense qu'il est d'ailleurs assez bien réussi, au moins aux États-Unis. En France, alors là, on parle pas. Mais aux États-Unis, ça a pas mal marché, son bouquin. Vous allez voir sa couverture. Et là, elle avait commencé par faire une conférence avec un autre journaliste, où ils ont invité pas mal de gens, pour le général de Brouwer, le général Jaffari, qui a fait un ovni environ Téhéran, avant la chute du Shah, le gouverneur Semington de l'Arizona, donc qui est controversé encore aujourd'hui. Moi je pense que c'est très sérieux, son observation d'un grand ovni triangulaire au-dessus de Phoenix en 1997. Voilà, Philip Semington. Est-ce que ce gars-là, ancien gouverneur, s'amuserait à venir plastronner sur à raconter une histoire fausse d'ovni gigantesque? Non, c'est pas possible. Il l'a vu, en fait. Général Pereira, qui a été chef de l'armée de l'air brésilienne, s'il vous plaît,
et qui dit que, bah oui, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, les ovnis. Hein. Et l'étude doit être poursuivie, et l'hypothèse extraterrestre est à prendre au sérieux. Voilà, général de l'aviation. Voilà, ici l'ancien officier Pierre Revien qui a intercepté un ovni. On l'a vu, une émission de Canal+, voilà, qui mime son interception d'un ovni. C'est très très sérieux comme cas également. Très sérieux. Voici le livre de Leslie Kean dont je vous parlais, avec sa couverture en français, qu'on peut encore facilement se procurer. OVNI, des généraux, des pilotes et des officiers parlent. On retrouve tous ces gens-là, et d'autres encore. Et donc, avec un éloge du physicien Michio Kaku dont je vous parlais tout à l'heure, enfin un livre sérieux réfléchi sur ce sujet controversé. C'est un scientifique de haut niveau qui parle, là, hein, je vous signale. Laissez ouvrant les yeux. Ce livre va être un étalon de référence pour la recherche sur les ovnis. Voilà. Michio Kaku, la voici Leslie Kean avec le général Letty, qu'elle a évidemment interviewé. Un autre général, le général chilien Ricardo Bermudez, que je connais, la preuve, c'est que me voici avec lui au Pérou, à Curitiba au Pérou. Lui aussi, il affirme l'arrêté des ovnis. Il n'y va pas par quatre chemins. Et il a probable origine extraterrestre. Voilà. Alors, est-ce que ça vous va mieux comme ça, un petit peu, là? Vous voyez, là, je me mouille un peu, là. Et je mouille les gens, là. C'est des potes extraterrestres. Mais il y a d'autres hypothèses. Alors, Jean Sider, proche de Jacques Vallée, continue à explorer. On a été amis pendant un certain temps, mais là, on a un peu divergé. Et il gamberge un petit peu sur les hypothèses paranormales, un peu ésotériques et spirituelles, les ovnis diaboliques. Bon. Fabrice Bonvin, c'est pareil. Je passe. Lui, Fabrice Bonvin, c'est un Suisse d'origine. Il a fait plusieurs livres, dont celui-ci par exemple, qui pense que c'est la déesse mère Gaïa qui nous gouverne tout sur Terre, qui nous fait voir des ovnis pour nous faire réfléchir et nous dire qu'il n'est pas content de nous, qu'on est en train d'abîmer la Terre. Et que le secret des secrets, c'est ce que veulent. C'est ça. Et c'est ce que les Américains veulent cacher à tout prix. Donc, ça arrive qu'il n'y a pas eu énormément de succès, je crois. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce livre? OVNI, le secret des secrets. Oui. Ah, Il y a des ufologues ici. il y a quand même des ufologues dans ces livres. Bon, écoutez, je passe. Alors, il y a le livre OVNI et Conscience, dont on a beaucoup parlé, qui a repris un peu toutes ces idées-là, Fabrice Bonvin, Philippe Guillemont, etc., Daniel Rovin, Philippe Solal et Éric Zurker. Et alors, ça mérite un arrêt quand même sur Éric Zurker, parce que il a... Alors, la conclusion de Philippe Solal, voilà, l'ensemble des articles proposés offre pour la première fois peut-être une base pluridisciplinaire à une approche non achetée. Il vient de me le dire. C'est dit, hein, c'est lâché là. Donc là, c'est plus clair comme ça. Hein. Et alors, là, j'ai envie de parler encore 3 minutes des cas à haute étrangeté dont Aimé Michel parlait déjà, et puis dont un auteur américain s'est fait une spécialité, John Keel, et Éric Zurker en France, qui a rassemblé dans ses gros bouquins, qu'on voit partout encore en ce moment, toutes sortes d'histoires. Ici, alors là, j'aime bien ce cas-là, c'est celui qui les robots de Varneton, c'est un conducteur automobile qui était tombé en panne pendant la route. Ce qu'il faut savoir, c'est que Éric Zurker fait pour ceux qui n'ont pas lu ses livres, c'est qu'il fait des dessins dans ses livres. Oui. Dans tous les cas, il les reproduit. Je vais en montrer un. Mais là, je reviens un tout petit peu en arrière sur un cas plus ancien que je trouve épatant. Ce passager, avec son voiture tombée en panne, a vu arriver 2 êtres très étranges, habillés comme des espèces de gendarmes folkloriques, et qui lui ont fait un message télépathique: allez dire aux humains que nous allons vous détruire. Là, c'est un homme qui a vu une espèce de petit bibin d'homme dans le fond de son jardin, en train de farfouiller dans les feuilles mortes, et puis ensuite il
il a grimpé, il a escaladé le mur à la verticale, comme ça. Toc, 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 il est monté, il est passé de l'autre côté. Et il avait des yeux lumineux, enfin bizarre. Puis peu de temps après, ce témoin a vu. Là, derrière, il y avait le jardin d'un couvent de bonnes sœurs, je crois bien. Et alors, il ne voyait pas ce qui se passait, mais il a vu tout d'un coup, voilà, c'est les manègnes de Villevent. Et ici, voilà un autre cas encore typique, tout à fait typique. C'est celui de archi célèbre, en tout cas en Italie, les fleurs de Madame Lotti, qui s'est fait arracher son bouquet de fleurs. Elle allait fleurir la tombe de son mari, et deux petits gnomes rigolards sont venus lui arracher son bouquet de fleurs. Alors, le rêve d'Eric Surker, le voici. Vous pouvez le lire, c'est une lecture tout à fait intéressante, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que quasiment tout le livre, qui a été enquêté par l'équipe de Nice que je connais, à Aubagne en 1959, et il y a une brave des managers qui étend son linge, et puis qui est observé par toute une brochette de soukoupistes, enfin du phonaute, qui se moque d'elle, qui rigole. Voilà. Voilà un exemple tout à fait typique. Donc là, on est en pleine mise en scène rigolote, quoi. C'est vraiment des grosses plaisanteries, tout ça. Voilà. Donc, alors par contre, la Surker, je m'excuse, mais je peux pas m'empêcher de signaler que là, il a traité d'une manière plus que sommaire l'histoire de Roswell en 2 notes de bas de page où il renvoie le lecteur au témoignage du fermier Brazel, en oubliant de dire que c'est qu'il a fait juste un ballon météo et ça cible le radar. C'est complètement dépassé puisque l'arbitre elle-même a renoncé à cette explication. Donc, monsieur Eric Surker, là franchement, là je ne le félicite pas hein, sur ce... Bon. Attaquons les thèses pour les bonhommes. Il dit attaquons les thèses pour les gens. Bon, ben d'accord. Alors je retire ce que j'ai dit. Je retire, vous n'avez rien entendu. On m'en parlait tout mon premier bouquin, Vision, qui est en réédité sous le titre Vision céleste, Vision cosmique. Oui, il m'en veut beaucoup d'ailleurs, sur hein, je crois. Hein. Je ne dirai rien. Bon, d'accord. Bon, ben écoutez. Alors voilà, je fais juste une petite, un tout petit clin d'œil aux visions cosmiques du passé, que vous connaissez sans doute, Nuremberg 1561, Bâle 1566, des observations dans le ciel tout à fait étonnantes, Fatima 1917. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Fatima? Cette danse du soleil. Voici ce que la petite bergère a vu. C'est une drôle d'apparition, franchement. Ah ben, ça ressemble un petit peu. Voici d'ailleurs un article paru, je crois, en Espagne, qui rapproche cette description comment le soleil pouvait bouger, mais ça n'a pas de sens. Ben non. Ben non, ça n'a pas de sens. Ben non. Il a été occulté. Voilà. C'était sous les nuages. Ils ont vu, il y a des descriptions très précises, notamment du professeur de médecine Almeida Garrett, qui a décrit ce qu'il a vu. Il m'a dit, moi je suis athée, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà ce que j'ai vu. Il a décrit une soucoupe, un ovni, un énorme ovni. Ben, ici, ben, voilà, on parle beaucoup. Il y a des gens qui s'intéressent aux apparitions, aux dimensions religieuses, comme le professeur John Mack, spécialiste dans l'enlèvement, en conversation avec le père Balucci à Saint-Marin. Voilà. Et puis, bon, il y a une nouvelle piste. Alors là, vous connaissez sûrement, on a parlé de ça beaucoup. Donc, j'en ai parlé un petit peu au début, donc je fais juste un mot. Ça a repris beaucoup de vigueur aux États-Unis depuis 2 ans, avec notamment Luis Elizondo qui a révélé qu'il a été chargé d'étudier les ovnis pendant 5 ans au Pentagone. La création, il y a eu un programme, le programme AA-TIP, sur lequel il a travaillé, et il y a eu des observations d'ovnis en 2004 et en 2014-2015. Il y a
j'y arrive tout de suite. Robert Bigelow, qui était un partenaire important, qui s'est occupé beaucoup des ovnis, de manière très discrète. Je crois, Marie-Thérèse, que vous avez assisté à une séance où Robert Bigelow a donné un chèque au professeur John Mack pour faire une grosse étude de sondage. Alors c'est intéressant. Nous avons quand même ici une personne qui est témoin direct de certain nombre de choses quand même. Et alors voici Robert Bigelow, qui est resté silencieux pendant longtemps et qui a fini par prendre la parole et dire que oui, les ovnis, ce n'est pas du bidon, ça existe et nous les étudions. Et voici toute une série de scientifiques, dont le colonel Alexander, qui participait à son étude scientifique à Nice, et quelques autres. Et il a créé la société Bigelow Aerospace à Las Vegas. Voici une feuille aérienne qui est, dit-il, chargée, qui a reçu un lot de fragments d'OVNI à étudier, entre parenthèses. Alors l'OVNI Tic Tac, on en a parlé, voilà l'escadre du porte-avions Nimitz, avec de très nombreux témoins qui ont raconté qu'ils avaient vu un OVNI dans les environs, et voici, avec film vidéo pris à bord des OVNI. F-18. F-18 Hornet, oui. Oui, oui. Ah bon? Ah oui, non, c'est parce que j'ai fait la langue à fourcher. Et alors, l'un des témoins, c'est le pilote David Fravor, par exemple, qui est interviewé à Fox News et Washington Post, et il y en a d'autres. Donc, je peux que passer très vite. Voici ce qu'ils ont vu. L'OVNI est descendu, il est à 20 000 mètres d'altitude et il a la forme, évidemment, il ressemble un peu à un bonbon tic-tac, son appellation l'OVNI tic-tac. Et il a rasé les flots, il a fait des vagues et il est reparti à toute vitesse. Le voilà ici. À toute vitesse, très 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 vite. Ça ne peut pas être un engin humain, c'est pas possible. Vous êtes d'accord? D'accord. Ah ben moi je suis entièrement d'accord. Je soutiens mon conférencier, premièrement. Deuxièmement, je suis d'accord intimement. Bon, voilà. Donc il y a encore d'autres aspects. Les révélations de vice-amiral Wilson, qui affirme qu'il n'a pas pu avoir accès à des dossiers très secrets. Les voici ici. Alors qu'il était quand même directeur de la DIA, Defense Intelligence Agency. C'est veut dire à quel point c'est profond, tous ces secrets venus. Voilà. Al Puthoff, qui en sait un bout sur la question. Et là, je vais m'arrêter là, parce que sinon, j'y serai encore demain matin, au milieu de la nuit. Le physicien Edgar Mitchell, que nous connaissons, nous avons eu l'occasion d'interviewer à Paris, en duplex. Il est décédé maintenant, mais il a affirmé la réalité de Roswell, parce qu'il est natif de la région, il a des témoins qui ont confirmé la chose. Richard Dorlag, Grant Cameron, voilà d'excellents enquêteurs. Bon, parfois on peut discuter en prise de position, parfois c'est discutable, comme Linda Rowe d'ailleurs. Mais c'est quand même, il y a pas mal de gens encore qui sont en activité, qui sont actifs et qui continuent à creuser. Alors voilà. Bon ben c'est terminé. Ah, tiens.